Ça va? Bonsoir messieurs, dames. Donc bienvenue dans notre deuxième épisode de la rétrospective des films de René Laloux. Donc ce soir nous allons vous présenter, c'est l'association de Limoux Des mots pour rêver qui vous présente Les Maîtres du Temps. Voilà. Alors Les Maîtres du Temps, c'est comme d'habitude chez René Laloux, la rencontre de l'univers d'un auteur de science-fiction et d'un grand dessinateur, Jean Giraud Moebius. Et c'est un film qui date de 1981, qui vient d'être restauré et qui est distribué en salle par Tamassa. Alors, il faut savoir que René Laloux avait à l'époque un projet d'adapter tous les romans de Stéphane Vull, donc adapter 19 films de 52 minutes. Et donc il avait proposé au dessinateur de la revue Métal Hurlant, revue qui reparaît aujourd'hui, tous les 3 mois, d'adapter chacun, avec leur graphie, une nouvelle de Stéphane Vull. Voilà. Et aujourd'hui, ce projet n'a pas été au bout, puisqu'en fait, ce qu'on va voir, c'est le seul dessinateur de Métal Hurlant qui fait la couverture du numéro 1, c'est Jean Giraud Moebius, qui est donc le dessinateur graphiste principal du film qu'on voit ce soir. Et bien, le projet verra le jour, mais en bande dessinée, des années plus tard, chez Ankama. On a effectivement une adaptation de Stéphane Vull. Alors, Stéphane Vull, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Perrault, il est dentiste. Il est né en 1922, il nous quitte en 2003, il a toujours été dentiste, mais il a toujours eu la passion de l'imaginaire et il a créé un univers autour d'une douzaine de romans qu'il a écrits. Et effectivement, L'Orphelin de Perdide, c'est son 7e roman, qui date de 1958. On a la couverture, vous voyez, c'est le dessinateur, c'est une très belle collection chez De Noël, Présence du futur. Alors, Les Maîtres du Temps est rajouté après, puisqu'en fait, je vous en parlerai, il y a, entre le film et le livre, il y a toute une différence, une divergence. Voilà, c'est vraiment pas une adaptation fidèle, et on en parlera après. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on puisse entendre, avec donc le conteur, le marcheur de plumes, on va entendre un passage de ce roman, L'Orphelin de Perdide. À toi de jouer. Simbad habitait la tour du prince. Ancienne et coûteuse fantaisie d'un exilé romantique de Sidoine, la tour dressait sa silhouette au bout d'un promontoire, comme un phare inutile au-dessus des cirques et des gorges. Sautant de l'appareil, Simbad fit un large geste d'hospitalité. À sa main brillait une énorme émeraude. Il guida ses autres entre les colonnades de l'entrée. Ça et là, les dalles d'or du hall s'étaient disjointes sous la poussée des plantes vertes. Au centre, la vasque où bouillonnait une eau, loin captée, semblait une coupe entre des doigts ivres. Son trop-plein coulait de côté, serpentait en oblique et se perdait sous une plinthe de marbre. Les voyageurs furent accueillis par les cris des perruches nichant en liberté sous les chapiteaux. Simbad les entraîna plus loin. À sa suite, ils grimpèrent 5 marches et débouchèrent sur la terrasse couverte où il avait élu domicile. Là étaient sa couche, sa table et son vieux poêle, dont il usait à loisir sans souci de la pile qui durera bien autant que moi, disait-il. Il traita ses hôtes selon ses moyens, à la fois simples et magnifiques, nappa la table de bois d'une pourpre mordorée, vieux rideau qu'il avait soustrait au baies du premier étage, mais qui portait encore, entrelacés, les initiales d'un varlet d'empire, avec le semi-d'étoile, le frame et la licorne. Il disposa une vaisselle splendide et dépareillée, posant un rince-doigt là où il manquait un verre, mangeant lui-même dans un cul d'amphore en guise d'assiette, mais découpant les viandes avec un poignard de cour à manche d'ivoire. Il leur servit des perruches rôties saupoudrées de pollen et de gros fruits au parfum lourd. Il versa l'eau fraîche d'un brûle-parfum où infusaient des graines de cosque. Sous les arcades de la terrasse, on voyait foncer le vert du ciel, peuplé de la danse rougeoyante des geysers. Simbad fixa une torche odorante dans l'anneau de métal enserrant une colonne. La nuit ne tombe jamais tout à fait sur cette partie de Déville-Bol, expliqua le vieux. Ce n'est qu'un crépuscule d'une dizaine d'heures avant la renaissance du jour. Max posa le micro sur la table, craignant que le bruit des voix n'éveillât l'enfant. Il le régla en simple récepteur.
Connais-tu Claude ? Demanda-t-il. Non, mais j'en ai entendu parler, dit Sylbal. C'est ce type qui s'est installé sur Perdide avec sa femme. Un chic garçon, paraît-il. Perdide est aussi un coin très isolé, mais agréable et sans gros inconvénients. À part les frelons, ces saletés qui sortent tous les ans. Il faut alors se boucler chez soi pendant 6 mois. Il jeta un regard perplexe sur le micro, cracha une graine de cosque par-dessus la rampe, avant de se tourner vers Belle. Déjà entendu parler des frelons de Perdide, ma petite dame. Il avait l'habitude d'appeler tous les hommes matelots et les femmes majolies. Pour Belle, il marquait plus d'égards. Max nous en a parlé, dit Belle de sa voix musicale. Le vieux retira sa casquette, découvrant un crâne métallique. Voilà, dit-il en cognant de son doigt bagué sur la plaque sonore de son crâne. Les frelons m'ont fait ça, il y a des années. Sans la chance, ils m'auraient dégusté la cervelle comme un manœuf à la coque. Curieux, le faible qu'ils ont pour la cervelle et la moelle des os. Je ne sais pas si ça les rend intelligents, mais ils s'y connaissent pour cerner un bonhomme isolé. Ils sont grands comme la main, et il y en a des milliers qui vous tombent dessus. Ils ont des dards en vrille qui vous percent l'occiput comme un vieux bout de carton. Ils flairent l'homme à une lieue. Il remit sa casquette à visière toute de travers. L'infusion de graines paraissait lui avoir donné dans la tête. Sans lui faire perdre ses facultés, elle le rendait plus loquace. Claude a eu un fils, dit Max. Il l'a appelé comme lui. Alors, il est complètement fichu pour l'espace, jugea le vieux. Une femme est déjà encombrante, mais avec un rejeton. Adieu les beaux voyages. Il est fichu pour tout, déclara Max. Sa femme et lui sont morts, et le gosse se promène tout seul sur Perdide. Le vieux se raidit. Mort comment ? Souffla-t-il. Frelon. Après un silence, Sylbad se racla la gorge. Et le petit Claude ? Avant de mourir, son père l'a envoyé dans les collines du pays Sangu. Le vieux plissa les paupières. Ses yeux s'encagèrent dans la broussaille de ses sourcils. Il dit lentement. Je vois. Raconte. Max reprit toute l'histoire. Il ignorait la façon dont les choses avaient commencé. Le premier appel de Claude ne donnait pas de détails. Sans doute trompé par une saison précoce, avait-il laissé sa maison ouverte pendant l'envol des essaims. Était-il très malade ? Dans sa hâte, il en avait à peine parlé. Mais Max et Sylbad connaissaient bien les fièvres de Perdide. Et l'ultime défaillance du mort laissait soupçonner un accès. En tout cas, les faits étaient là. Pourquoi ce micro ? Demanda Sylbad en désignant l'objet. C'est un nouveau modèle ? Le dernier cri de la marque d'Epsilon, dit Max. Je ne pense pas qu'ils aient progressé depuis avec leur guerre civile, ces micros sont subspatiens. Avec eux, le son va plus vite que la lumière. Les communications sont pratiquement instantanées à n'importe quelle distance. Tu sais que j'avais rendu un grand service à Claude et que nous étions très liés. Il a tenu à m'en donner un. Il craignait pour moi les dangers de mon voyage aux mines de Lambda 7. À la moindre difficulté, tu m'appelles, disait-il. J'ai accepté pour lui faire plaisir, mais c'est lui qui a eu besoin d'aide. Le vieux vida son verre d'un coup. Il demanda « J'ignore les ressources de ton grand Max. Tu comptes atteindre Perdide dans combien de mois ?»« En 2 mois. » Le vieux siffla d'un air sceptique. « Écoute, dit Max, je suis heureux de te revoir, mais j'ai stoppé sur Devil Ball pour d'autres raisons. Elle sera en aphélie dans 3 jours, c'est-à-dire en position idéale pour un envol vers Gamma 10. Là, j'attendrai 1 semaine le passage de la comète bleue. En serrant au plus près le champ de cette comète, j'atteindrai la vitesse voulue. Tu vas te brûler les ailes, papillon !» Max eut un rire confiant. « Si je comprends bien, dit Sylbad, il faudra quelqu'un au micro pendant 2 mois. C'est un boulot pas commode. Vous ne serez pas de trop, toi et tes 2 matelots. Surtout que ces matelots ne connaissent pas grand-chose à Perdide, pas vrai ?» Il hésita. « Je pars avec vous. » Max le prit par l'épaule. « Je n'osais pas te le demander, » dit-il d'une voix chaude. Martin dormait la tête sur la table. Belle s'était assise à la balustrade, sa silhouette se découpait sur un ciel vert sombre. En bas, les gorges noires enchassaient une immense étendue d'eau plane qui reflétait ce ciel.
si bien qu'on avait la vertigineuse sensation d'être suspendu entre deux infinis. Les chasseurs continuaient leur fête de lumière. Sildbad vint s'accouder près de Belle. Il contempla le paysage avec passion et cracha encore une graine, puis il dit à mi-voix « Garce, garce, ma belle garce ». D'abord surprise, Belle tourna un regard vers Max. Celui-ci mit un doigt sur ses lèvres, et la jeune femme comprit que le vieux s'adressait à Devil Ball. Sildbad ayant insisté pour monter la garde au micro, les voyageurs couchèrent dans une salle vide du premier étage. Bercés par le chant des fontaines et l'ombre dansante des feuilles de pandan, ils dormirent enroulés dans les brocarts et les tapisseries tombées des linteaux. Parler de René Laloux, qui nous a quittés en 2004. René Laloux, c'est quelqu'un qui est autodidacte, qui a quitté l'école très tôt, à 14 ans. Il était sculpteur sur bois, il a pris des cours de peinture, et il s'est tout de suite passionné pour le dessin et aussi le théâtre. À savoir qu'il a travaillé les pièces de Jarry, Molière et Anouilh. Il a travaillé chez un marionnettiste, Yves Joly, et il a beaucoup vu de films, des films de Chaplin, des films de Tex Avery. Il a travaillé à la clinique de Laborde, il était moniteur, et il a travaillé au début sur ce qu'on appelle le cinéma un peu expérimental. Et l'histoire de Laloux, c'est des rencontres avec Topor, des rencontres avec Moebius, l'univers de Stéphane Vull qu'il adapte. Et il termine sa carrière en beauté, après avoir galéré quand même pour monter un certain nombre de films. Il va y avoir 3 grands films d'animation qui ressortent en ce moment. Et il finit directeur du département de l'imagerie numérique au centre de la bande dessinée d'Angoulême. Voilà. Alors, Laloux disait dans un documentaire de Florence Deman qu'il a eu 3 faits qui sont passés sur son berceau: la Révolution de 1917, son stage psychiatrie à Laborde et la rencontre avec Topor. Voilà. Donc effectivement, il a rencontré des gens comme Houry et Guattari, pour qui l'art peut être thérapeutique. Et ça, c'était les premiers courts-métrages de Topor, enfin de Laloux, sont faits avec Topor et aussi avec des gens qui sont placés dans cette institution, qui est dans le courant de l'antipsychiatrie. Et pour René Laloux, le vrai cinéma, comme il l'a dit dans un livre qui est malheureusement épuisé, 100 ans de cinéma d'animation, c'est le dessin qui bouge, Laloux martèle que finalement, le vrai cinéma, l'essence du cinéma, c'est dans le film d'animation. Avec l'idée qu'il est important de faire tout le contraire de ce qui se passe chez Marvel et Disney souvent. C'est l'art de la suggestion et la qualité du graphisme qui l'emporte, on va le voir aussi ici, sur la qualité du mouvement. Alors, René Laloux était peintre aussi, vous voyez un de ses tableaux, un peu surréaliste. Le premier court-métrage en 60, c'est Les Dents du singe, qu'il a fait à Laborde, justement. Avec Topor, effectivement, il a une espèce de trilogie sur la bêtise volontaire des gens. C'est Les désastres de la guerre, Temps mort, 64, qui dure une dizaine de minutes, qui est assez subversif. Et la bêtise involontaire, qui montre un peu la mutation dans la culture et l'agriculture, c'est Les escargots en 65. Et donc, la fin et le début de l'œuvre de Topor, de Laloux, est marqué par l'adaptation, la lecture d'un conte qui a été adapté par Marguerite Yourcenar, un conte taoïste qui s'appelle « Comment Wang Fu fut sauvé » et qui a été adapté aussi à la fin de sa carrière avec Philippe Cazat. Alors, on a passé le mois dernier La planète sauvage, on est en plein festival de Cannes, et à l'époque, en 1973, ils ont le prix spécial du jury, ce qui arrive très très rarement au festival de Cannes. Et après, suite à ça, il veut essayer de capitaliser, et il essaye d'adapter un film qu'on passera le mois prochain, qui s'appelle Les Hommes-Machines contre Gondar, de Jean-Pierre Andrevaux. Et malheureusement, ça ne va pas tellement se passer comme il veut, parce qu'en fait, il n'a pas vraiment... Il n'y a pas de studio Laloux, comme il y a un studio Disney. Vous voyez, c'est compliqué pour lui de mettre en place un système périn. Et donc, la tentative et ce court-métrage, après, il reviendra dessus, et ça sera son 3e film. Et voilà, des années-lumière, donc effectivement, le film sortira vraiment en 1987. Il ressort restauré en ce moment aussi au cinéma. Voilà. Alors, effectivement, le travail de Laloux, c'est de toujours avoir des projets. Son dernier projet qui n'a pas abouti, ça s'appelait Un monde tout neuf. Vous voyez l'idée de porter des utopies à travers le cinéma. Alors, les inspirations de ce monsieur, qui était un chef d'orchestre en fait. Il prenait des dessinateurs, il prenait des histoires, il donnait un petit peu son grain de sel pour mettre un peu de liant et créer quelque chose de nouveau.
Alors, bien entendu, là, l'inspiration majeure de ce qu'on va voir, c'est la BD adulte. C'est le courant Métal Hurlant, la revue. Alors, on voit effectivement dans Métal Hurlant des grands noms comme Tardy, Corben, Masse et Jean-Giraud Moebius. Donc, Jean Giraud, c'est un dessinateur qui crée Blueberry, mais il a aussi, dans une BD qui s'appelle La Déviation, tout un univers basé sur le monde du rêve et l'onirisme. Et il va créer le Major Gruber dans Métal Hurlant. Donc, c'est tout un univers qui revient aujourd'hui, puisque la revue Métal Hurlant reparaît. Bon, Jean Giraud n'est plus là, mais il y a encore des auteurs qui sont dans cette veine. Et un des intérêts et des inspirations majeures, c'est la SF mystique. Je pense que vous reconnaîtrez cette image qui est extraite de 2001, et la fin du film, avec l'image terminale, peut renvoyer, et aurait pu renvoyer encore plus à 2001. Bon, mais il y a quelque chose d'un voyage intersidéral au-delà des limites du temps et de l'espace, qui était le projet de 2001 aussi. Alors, les grandes influences que Laloux va avoir des influences, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a une certaine culture, mais il va influencer Miyazaki, et il va influencer Gonagai, qu'on voit là, le père de Goldorak. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir que c'est dans les deux sens. Et ce qu'on peut voir, c'est que le travail de conception, alors contrairement à Topor, qui pour le précédent film avait fait très peu de choses, Topor avait travaillé 14 jours sur le film, et là Moebius va faire, regardez, ce pavé qui a été vendu, il y avait quelques exemplaires, 1000 plans, 10 cahiers dessinés, qui est un storyboard, hein, comme une bande dessinée, un exemple d'un plan crayonné par Moebius, une scène du film. Et Moebius va aussi coloriser des scènes clés du film. Voilà. Quelques exemples, hein, donc on voit bien la qualité du dessin. Et effectivement, vous voyez, alors après il y a une différence entre le dessin de Moebius et un petit peu ce qui apparaît, puisqu'en fait, c'est des intervallistes qui vont décalquer, photocopier, adapter les dessins de Moebius. C'est pas lui qui va tout faire, bien entendu. Mais la patte de Moebius reste importante dans le film. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un autre grand auteur qui participe, c'est Jean-Philippe Manchette. Jean-Patrick Manchette. Manchette, lui, il travaille dans le monde du polar, dans le monde de l'anarchie. C'est un libertaire. Et donc, bon, vous pourrez trouver notamment ses entretiens derrière les lignes ennemies. Il a fait des polars, un polar qui s'appelle Nada, qui a été adapté en bande dessinée par Max Cabane, qui a adapté tous les polars de Manchette chez Air Libre. C'est très intéressant de le redécouvrir. Et en fait, notre Manchette, il va travailler 2 mois quand même. Hein. Il va retravailler. Donc, ce n'est pas le texte de Laloux qu'on a entendu, c'est un texte remixé avec des tirades un peu philosophiques. Notamment quand vous allez écouter le grand prêtre d'Exul, ces espèces de personnes ailées, eh bien c'est un peu la philosophie de Manchette qui est derrière ça. Et ça va bien avec Laloux, parce qu'ils ont un petit côté anard tous les deux, et critique des systèmes établis. Voilà. Alors, la coproduction, comme pour le film précédent, est très compliquée. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, Laloux voulait faire un court-métrage. Jean Giraud lui dit, mais le sujet est vachement bien pour faire un film, donc ok. Il y va. À un moment donné, Laloux crée un studio à Angers avec Michel Gillet, 7 personnes, mais ce studio n'arrive pas à se pérenniser. Il trouve un producteur, Jacques Dercourt, et ce producteur, il dit, mais moi j'ai pas assez d'argent, mais j'ai des contacts en Hongrie, à Budapest. Donc ils vont aller déménager à Budapest, parce que ça coûte moins cher. Donc il n'y a pas de studio Laloux, il n'a jamais vraiment réussi à le pérenniser. Donc ce qui est intéressant, dans le film précédent, il avait déménagé aussi dans un autre pays, hein, en Tchécoslovaquie, il y a eu le printemps de Prague. Et là, il se retrouve avec 18 mois dans une équipe, alors 6 équipes, 45 personnes qui parlent hongrois et lui pas du tout, 110 personnes en tout. Il y a des soucis avec une équipe, et ça se voit parce qu'il y a tout un tas de personnages qui sont animés un peu différemment. Vous allez peut-être le sentir, que l'animation est moins fluide. Et ces gens-là, ils avaient des primes qui étaient données par l'État et ces primes ne sont pas tombées, donc ils ont commencé à débrayer. Donc Laloux a galéré. Voilà. Et effectivement, il y a des personnages, notamment Silbad, Jeanne et Julia, qui sont animés par Zoltan Maros, qui lui prend son travail vraiment à cœur. Et ce n'est pas le cas de tout le monde dans le film, et ça se sent un petit peu. Voilà. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe Grimand, qui est envoyé par Jeanne Dercourt et qui va presser Laloux. Et qui lui dit, voilà, le film, là, on ne peut pas dépasser les délais. Donc le film, il va vraiment faire un an. Mais un an, c'était pas assez.
Donc le film il fait qu'1h18, pareil. Hein, peut-être qu'il aurait pu être mieux si on avait du temps. Alors voilà, René Laloux qui travaille avec l'équipe là. Donc là on est sur ce qu'on appelle la table de montage. Voilà. Et les techniques d'animation, c'est pas le papier découpé en phase. Il est obligé de prendre le celluloïd. Le celluloïd, c'est du plastique, on dessine à la gouache sur du plastique transparent. Donc c'est ce que font les films Disney. Donc il y a eu 1200 décors, 70 000 cellulos, et Laloux aurait aimé avoir cet aspect peinture hein, qu'on perd avec le celluloïd. Il aurait aimé l'avoir sur les gros plans, mais il n'y avait pas assez de temps. Donc ce qui est intéressant, c'est d'écouter un peu, c'est un point technique, mais René Laloux, dans un livre, il dit ça, c'est intéressant de l'écouter. Il dit, moi je déteste le cellulo, j'ai une haine profonde pour cette gouache plate qui couvre une matière aussi ingrate que le plastique. Ça m'a perturbé, ne serait-ce que pour transposer les couleurs de Moebius. Moebius, il fait très effet, les couleurs à l'encre sur le papier, c'est très difficile de transposer ça sur du cellulo. Et pour lui, c'est très compliqué. Hein. Alors, il dit qu'on a quand même réussi à trouver quelque chose. Mais c'est vrai que du coup, il n'est pas totalement satisfait des résultats non plus. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, on voit un des métiers de l'innovation, c'est une traceuse tchèque, enfin, qui va décalquer à l'encre de Chine le crayonné de l'animateur sur le cellulo avec un stylo. Donc, elle a des mitaines pour éviter des traces de doigts. Et après, on a des coloristes qui travaillent à la gouache. Voilà. Hein, le travail, c'est un travail très minutieux, d'où l'idée que voilà, il y a eu quand même entre 45 et 100 personnes qui ont travaillé sur... Il y a des gens qui sont spécialisés sur un personnage. Et après, on a utilisé la rotoscopie pour la séance de nage, où Belle et Jafar nagent. Donc c'est des acteurs qui nagent, et on a collé le mouvement par infographie. Hein, ça se fait beaucoup maintenant, on l'a fait, Ralph Bakshi l'a fait aussi. Voilà. Et là, on a une séance, la caméra banc-titre qui apparaît, hein, c'est cette caméra, où l'opérateur change le cellulo selon les indications de la feuille qui est donnée. Voilà. Donc c'est tout un travail qui est très très minutieux, qui fait que voilà, ça prend un certain temps. Alors, ce film, c'est aussi un univers sonore. Hein. La bande-son est sortie, alors effectivement, il y a plein de gens qui ont travaillé dessus. Vous allez entendre ce qu'on appelle des paysages sonores, c'était revendiqué tel quel à l'époque. Donc Laloux, au début, il voulait Brian Eno. Brian Eno, c'est un mec qui a travaillé, qui est très connu dans la nuit de la musique, mais là, il était dans un ashram en méditation, donc il n'a pas pu venir travailler. Donc, il trouve des gens qui sont dans ce qu'on appelle le courant post-expérimental, le courant de Schaffer dans la musique moderne. Donc on a deux personnages, Tardy et Zanesi, qui vont faire des plages sonores et qui vont travailler sur ce qu'on appellerait aujourd'hui le sound design, c'est-à-dire des effets ponctuels, du bruitage. Et par exemple, à un moment donné, le magma qu'on va entendre dans la planète, ben, c'est un chœur folklorique du pays de Galles, hein, qui va... Donc, et la marche des ouin-ouin aussi. On va avoir des chansons de Pierre Bourter et une très belle mélodie. Voilà, donc c'est une ambiance sonore qui est très psychédélique, très variée. Et ce film a beaucoup de charme au niveau visuel et sonore. Et ce qu'il faut noter, c'est que pour l'époque, il y a eu tout un merchandising, c'est-à-dire que les humanoïdes associés, donc, qui étaient très populaires à l'époque, parce que le métal hurlant se vendait très très bien, eh bien, ils ont fait des produits dérivés, un album spécial d'après les storyboards du film, une cassette vidéo, des petits personnages. Donc ce film, quelque part, a eu pas mal de succès. Il faut aussi dire qu'on a par exemple Alain Cuny qui va jouer Xul, qui était une espèce de grand prêtre. On a François Chaumette qui donne la voix à un robot. On a Jean Valmont qui fait Jafar, Sadi Rebo qui donne sa voix à Claude. Donc effectivement, tout un univers de gens qu'on a l'habitude d'entendre. Hein, voilà, donc je vous propose de regarder le film et après on se retrouve pour discuter sur le parcours des personnages, essayer de comprendre ce film qui est un très beau paradoxe spatio-temporel. Je vous invite à essayer de vous poser la question de quand est-ce que se passent les images que vous voyez, quelle est la logique chronologique du film, et qu'est-ce que signifie le dernier plan. Un dernier plan qui reste une énigme, qui est à peu près du niveau du dernier plan de 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, bonne projection, à tout à l'heure. Voilà, donc, une fois n'est pas coutume, on va vous offrir un petit bonus. On va filmer la fin de la séance, c'est-à-dire après la discussion avec le public, on a vu comme d'habitude les différents personnages, on a posé des petites questions, la différence entre le roman et l'adaptation,
Bon, on voit que ce film est un film beaucoup plus riche que le roman de Stéphane Vull, qui l'amène vers un sens beaucoup plus complexe, et on va essayer de voir, même si Laloux se défiait de faire des contes, mais l'air de rien, voilà, si on oublie le conte de fées, il y a quand même des petits personnages, on l'a vu, les petits gnomes qui sont dans l'univers un peu de la féerie, quand même, l'air de rien. Et il y a, comme disait Jodorowsky, l'idée qu'on peut tirer une leçon peut-être de sagesse de cette histoire. Et le plan final pose vraiment des questions. Alors, suite à la discussion qu'on a eue là, je vous propose une petite conclusion sur la séance. Alors, pour revenir à ça, revenons au projet de Manchette. Manchette a proposé, en plus des dialogues, une fin alternative. Et Manchette, qui a l'habitude d'écrire des scénarios, a dit, voilà, moi je pensais qu'on pouvait faire une fin un peu à la 2001. C'est-à-dire, l'histoire des humains se terminait, le héros et l'héroïne partaient ensemble. Donc ce film joue sur, effectivement, des rapports de couple totalement dysfonctionnels. C'est-à-dire qu'une famille est détruite, la famille du petit garçon, une histoire d'amour entre la princesse Belle et puis le prince part en vrac, parce qu'elle se rend compte que l'homme qu'elle aime est un fourbe, est un égoïste, et il n'y a pas d'histoire d'amour, on voit la scène de la nage, mais il n'y a pas de... Voilà, on est quelque chose d'assez finalement mortifère sur la question de la filiation, sur la famille. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait l'idée d'une mutation, parce qu'à un moment donné, on entend bien qu'il y a des Yuliades qui disent on est issu d'une fleur, donc c'est des gnomes, c'est des élémentaux, ils vont muter vers quelque chose. Et Manchette voulait amener ça. Donc ils devenaient des créatures de l'espace capables de vivre dans le vide. C'est-à-dire, et là il y avait la référence au Foutus Astra de 2001. Voilà. Et c'était dans l'idée qu'il y a beaucoup de choses à voir dans l'univers, on reviendra peut-être un jour. Donc cette fin n'a pas été mise en image, peut-être parce que René Laloux, aussi on l'a vu quand on a expliqué la production, au lieu d'avoir un développement sur 2 ans, il a été pressé de terminer. Et donc cette fin... Et donc qu'est-ce qu'on a à la fin? On a ce plan, cette espèce de plan qui est une espèce de travelling arrière où on dévoile une forme géométrique. Et cette forme géométrique répond peut-être à ce que voulait faire Manchette, mais répond différemment. Alors, cette fin paradoxale, effectivement, elle est intéressante puisqu'on est dans le paradoxe spatio-temporel. Pour beaucoup de gens, c'est pas très clair. Si on discute, effectivement, on se rend compte qu'on le perçoit. Dans le livre, c'était une simple erreur. Et là, on introduit, donc c'est Laloux, le travail de Laloux, avec Manchette, mais Laloux a l'idée, d'introduire ces maîtres du temps, qui sont des Deus ex machina. Et avant ça, on a ces petits gnomes aussi, qui vont donner la clé avec cette phrase « Ouvrez vos esprits, car à présent, ce qui était caché dans les replis du temps peut être révélé. » Voilà. Alors voilà, ce qui est intéressant, vous avez bien compris que ces maîtres du temps, ils projettent une planète 60 ans dans le passé pour la coloniser. C'est une espèce de façon d'annexer des mondes. Alors, on a bien vu que la fameuse planète perdite, c'est une planète un peu sauvage, c'est pas du tout paradisiaque. Donc, alors, qui sont ces maîtres du temps? C'est très indéfini, on en voit un à la fin. Et que veut dire cette fin? Donc là, effectivement, on a cette fameuse perdite, vous voyez. Donc là, voilà, l'édologue, des lieux à la fois où on peut avoir une espèce de paix, mais il y a un risque de mort à chaque moment. Là, c'est Deville Balls, où est notre Simbad, et en fait, ces deux planètes, elles se répondent un petit peu, c'est ça qui est intéressant. Donc en fait, on est dans le surnaturel, il y a 2 espaces, 2 récits parallèles, et ces 2 récits, donc l'espace de l'enfant et l'espace du vieil homme, qui vont se connecter entre eux. Donc ce qui est intéressant, c'est le fait que si on considère les 2 espaces-temps, c'est-à-dire que le film, on peut imaginer qu'il commence dans le présent. S'il commence dans le présent, on a un enfant qui perd ses parents. Et il y a quelqu'un qui va guider cet enfant. Ce guide, on va le comprendre à la fin, c'est son moi du futur, puisque sa planète est projetée dans le passé. Vous voyez, le paradoxe, il est là. Et donc, ce moi, c'est la théorie, aujourd'hui, qu'on a, la théorie que Philippe Guillemant a sortie sur la rétrocausalité. Ça veut dire que, classiquement, on dit que notre présent est déterminé par notre passé. L'autre vision du temps, dans un système rétrocausal, ça serait de dire que notre futur informe notre présent. Et ça, cette théorie de Philippe Guillemant, elle a été énormément développée au cinéma, dans Tenet de Christopher Nolan, et beaucoup de gens
analyse la situation qu'on a vécue depuis 2020 comme quelque chose de la guerre d'un futur dans le présent. Donc je ne sais pas vraiment, mais ce film qui date de 80 nous parle de ça et fait référence à des films comme Soleil Vert, hein, c'est-à-dire ce vieux monsieur, ça peut être aussi le vieux papy de Soleil Vert qui meurt à la fin et qui va être régénéré. Donc c'est assez intéressant. Donc ça pose la question de la linéarité du temps. Hein. Et donc il y a plusieurs, si on prend, si vous voulez, deux images, hein, on a dans le tarot, on est à Bugarach, on a cette image-là, la roue de fortune, donc l'idée que le temps est cyclique, et on a ce temps cyclique dans les mandalas de l'Asie. Donc ce qui est intéressant, c'est que Jean-Giraud Moebius, quand il crée ses personnages et son univers, Moebius, c'est le nom d'un ruban de Moebius, et c'est l'idée que les conceptions occidentales du temps, elles ne sont pas forcément exclusives d'une conception orientale, et il faut arriver à faire la conjonction des opposés. Donc si vous voulez, globalement, le temps chronologique, Chronos, le dieu du temps, c'est le temps de la mort. Hein. C'est nous allons naître et nous allons mourir. Hein. C'est mesurable. Ensuite, on a le temps psychologique, Bergson. C'est-à-dire que là, par exemple, on peut se dire, quand on discute d'un film, on dit ça dure 1h20, il y a quelqu'un qui va dire, bon, c'était super, je ne me suis pas ennuyé, puis quelqu'un qui a dit, putain, mais c'était long. Alors que, voilà, c'est comment on vit une durée. Hein. On a une conception différente. Et puis il y a le fameux temps kéros. Le temps kéros, c'est le temps des synchronicités, des hasards, des rencontres. C'est ce que Jung explique dans ses livres. Hein. Et là, le temps kéros, c'est la prise de conscience de la conjonction que les personnages ont. Hein. C'est-à-dire que le Jafar, que Belle, ils comprennent, grâce au gnome, que le petit garçon, c'est le vieil homme. Et là, il y a quelque chose qui se fait, c'est pas du temps chronos, c'est du temps kéros. Et ça leur renvoie à quelque chose sur qu'est-ce que représente pour moi ce petit garçon, pourquoi il est important de le sauver, et qu'est-ce que représente pour moi ce vieil homme. De quoi sont-ils les symboles? Et ça, c'est très important. Donc ça veut dire qu'on peut se reposer la question de dans un même espace d'un temps linéaire et d'un temps cyclique. Mais ça, on le connaît déjà, puisque là, on va rentrer dans l'été. Donc on a bien, les dames connaissent la question des cycles, et les saisons aussi. Donc les deux ne sont pas exclusifs. Là, ce qui est plus complexe, c'est qu'au sein d'un même espace-temps, d'une même vie, l'enfant est informé par son moi du futur. Et c'est très paradoxal. Hein, ça ne va pas nous arriver demain, a priori. Mais on ne sait pas. Donc le paradoxe qui est là, c'est est-il possible d'exister en double? Donc c'est quelque chose qui existe dans les univers Marvel et dans les univers étendus des super-héros, des univers parallèles. Il y a énormément de films là-dessus ces derniers temps. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est je vous montre une des affiches du Maître du Temps, et là, vous avez ce fameux ruban de Moebius. Donc, Moebius, c'était le pseudonyme de Jean Giraud. Alors, on va creuser ce symbole du ruban, puisqu'un ruban de Moebius, c'est quoi? C'est quelque chose que vous prenez, vous prenez un ruban, et vous allez le tordre. Et en fait, vous allez avoir quelque chose qui a une seule face, mais qui se retourne sur lui-même. Ça a été retrouvé, le ruban de Moebius s'utilise quand on recycle au niveau écologique, eh bien on a un ruban de Moebius. Donc c'est l'idée du recyclage. Hein. C'est l'idée de la continuité. Ça veut dire que le temps est courbe et à la fois on est dans un processus sans fin. Il n'y a pas de début et de fin, c'est très étonnant. Donc ce qui est très intéressant, c'est que le processus temporel, il est aussi dans un contexte géopolitique qu'on ne peut pas ignorer. C'est la question du fascisme, qui apparaît à 3 niveaux, c'est-à-dire l'exul, ces espèces d'anges, mais ça serait le fascisme théocratique, la religion mondiale, la religion unique, les miliciens de la réforme, le pouvoir totalitaire, le pouvoir fasciste, politique du coup, ça peut être une synthèse du nazisme, du communisme et autres. L'exul, ça serait une espèce de New Age qui voudrait faire qu'on est tous frères, on est tous des anges, et puis les frelons qui attaquent le cerveau, hein, comme des drones qui viennent nous empêcher de penser, ou des choses qui viennent nous griller les neurones, des appareils, vous voyez, peut-être qu'on peut faire des parallèles autour de ça, des mécaniques. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce film, et ça c'était les propos de Manchette et les propos de Laloux, c'est l'anarchie un petit peu, mais l'anarchie au sens où eh bien, on va rejeter ce qui nous uniformise ou ce qui nous met dans un moule.
je pense que le propos est totalement d'actualité aujourd'hui. Que ce film, s'il ressort maintenant, 82, hein, 82, c'est le moment où, dans politique en France, on a 81, un autre monde est possible, et puis 83, la bascule. L'homme qui a été élu, qui passe par Rennes-le-Château, François Mitterrand d'ailleurs, eh bien, il va faire tout le contraire de ce qu'il a promis. Intéressant. Comment l'histoire de France bascule autour d'un truc. Et donc, on rentre dans un monde dont on a les germes aujourd'hui, finalement. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette idée du droit à la différence, qui va être aussi prôné par SOS Racisme, mais là, et qui va mener à la différence des droits. Donc, on est tout un tas sur des débats politiques. Mais là, le propos, il n'est pas politique, il est plus philosophique, sur l'idée qu'aujourd'hui, si nous sommes forts, c'est parce que nous avons une singularité et nous trouvons notre place dans un groupe et nous ne sommes pas des gens qui pensons comme tout le monde. C'est-à-dire, si on pense différemment, on est taxé de isme aujourd'hui, ou de choses. Donc là, c'est autre chose. Donc, pour terminer, cette image, elle est étonnante. C'est une image en 3D. C'est une des premières images en 3D faites par ordinateur dans un film qui apparaît à la fin. Donc, on voit bien que Laloux, s'il avait été plus loin, s'il avait fait son film ultime vers un monde neuf, il aurait travaillé avec ça. Alors Moebius va le faire un petit peu. Moebius va travailler avec Disney. Il va faire les dessins de Tron. Tron, c'est un avant-Matrix. C'est-à-dire, nous sommes dans un jeu vidéo. Et Tron, voilà, c'est ça. Alors, pour vous donner quelques éléments sur cette image qui a été très peu commentée, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit un cube. Un cube en 4 dimensions, enfin en 3 dimensions. On a eu ça dernièrement dans les Marvel avec le cube cosmique, c'est-à-dire le carré, c'est la base, la construction. C'est un instrument de pouvoir, une matrice. Dans cette matrice, on a une sphère qui est coupée en deux. Qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau, c'est peut-être le vaisseau des maîtres du temps. Les maîtres du temps sont très mystérieux. Et en tout cas, moi, je vais faire un parallèle avec ce qu'on a dans Harry Potter. Dans Harry Potter, on a la pierre philosophale. Alors, si on fait le lien, c'est quoi la pierre philosophale? C'est des symboles, c'est des formes géométriques. On a un carré, et regardez bien, on a dans le carré, il y a un cercle. Exactement comme là, sauf que là, on l'a en 2 dimensions. Au-delà de ça, on a un triangle et un autre cercle. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est-à-dire que le carré, c'est la matière, les 4 éléments. Le cercle, c'est l'être humain que nous sommes, c'est notre centre énergétique. Au-deçà, on a le triangle, c'est-à-dire ce qui dépasse la dualité. Et après, on a un autre cercle qui serait, ce que dirait Jung, le soi ou la totalité. On aurait donc le petit cercle qui serait le microcosme et le grand cercle qui serait le macrocosme. Et donc, l'air de rien, ça a été repris. Et après, la magie noire, dans Harry Potter, c'est effectivement reprendre ce symbole-là, l'inverser, le diminuer. Alors, c'est un symbole de transmutation. Voilà. Donc, je vous mets l'image de 2001 qui a été très mystérieuse, parce qu'à la fin de 2001, on a effectivement un enfant dans un cercle, dans une sphère géante, c'est pas un fœtus, et il est face à la Terre, qui est une sphère, et on est dans l'espace. Donc, la fin de 2001, c'est une fin alchimique. Ça peut symboliser la métamorphose et la transmutation de l'être. Et on a, dans 2001, à la fin, la mort d'un astronaute qui vieillit. On a la mort d'un vieil homme et la renaissance d'un enfant. C'est exactement ce qu'on voit dans notre histoire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a deux chansons. Une qui est sur le pochard galactique, le vieil homme, et la berceuse de l'espace, méfie-toi petit enfant blond, qui est une... envole-toi mon fils séjourneur, tire-toi de ta nébuleuse, envole-toi vers une autre terre. C'est la référence claire de la fin de 2001, qui passe vite fait si on ne fait pas attention. Donc ce film est vraiment inspiré par le film de Kubrick, inspiré par l'état d'esprit que Manchette avait capté, il le dit bien, dans une fin avortée, que Laloux, quelque part, n'a pas mis en image, mais ils en ont trouvé la philosophie. Et donc cette philosophie, si je devais la résumer, c'est un essai, c'est de dire que finalement, dans un travail de remise en question de soi, pour sortir de l'uniformité, de la pensée dominante, du conditionnement, l'être humain doit tuer en lui le vieil homme. Le vieil homme, c'est la pensée pure, c'est l'intellect, c'est
toute cette intellectualité, tous ces philosophes qui réagissent juste dans le mental pour se renouer, et ça on l'a vu dans plusieurs ciné-contes, à ce qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est-à-dire retrouver en nous quel est cet enfant qui n'est pas l'enfant bête, mais qui est capable d'émotion, d'inventivité, de créativité. Donc ce film-là, c'est logique que, effectivement, Moebius, donc, tout le travail de dessin et d'analyse a été, à travers la bande dessinée, de se reconnecter en son enfant intérieur. Il l'a montré, notamment avec le Jardin d'Éden, qui est une œuvre magnifique, qui est rééditée par Moebius Productions aujourd'hui. Voilà. Donc, terminer là-dessus, je pense que c'est intéressant, puisque ce film a un sens totalement symbolique, donc un paradoxe spatio-temporel et une métaphore alchimique sur la mort du vieil homme et la connexion à l'enfant intérieur, qui est un concept de psychanalyse jungienne, mais qui est très pratique et conscient aujourd'hui, puisqu'en fait, les sociétés qui sont des sociétés mentalistes, qui sont des sociétés binaires, qui sont des sociétés numériques, vont vers le fascisme. Voilà. Donc c'est important de le dire aujourd'hui, et de se dire que voilà, aujourd'hui, on est appelé à cultiver notre différence, notre créativité, et c'est tout le propos du travail qu'on fait dans les contes de fées. Voilà, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, nous avons un Facebook, Les mots pour rêver, un Facebook, Les mémoires du conte, et des ateliers réguliers de contes, et un ciné-conte mensuel. Alors, vous dire qu'on termine cette trilogie le 27 juin avec le 3e grand film, et vous voyez qu'on va être dans la continuité de cette thématique de la dénonciation du fascisme, avec, vous voyez, cette image-là. Puisqu'en fait, Gandhar, les années-lumière, eh bien, c'est une variation sur un livre de Jean-Pierre Andrevon qui s'appelle Les hommes-machines contre Gandhar. Et donc, l'air de rien, quand vous verrez ça, vous verrez, si vous voyez les 3 films, que René Laloux a eu un propos politique, philosophique très important pour notre époque. Et on espère que plein de gens viendront voir ça. Merci, bonne soirée.